Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les informations que nous pouvons tirer de la lumière des étoiles. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître les spectres continus d'origine thermique et leur évolution suivant la température de la source, de connaître les spectres de raie d'émission et d'absorption, et de savoir que les spectres de raie d'émission et d'absorption sont propres à chaque espèce chimique. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître la structure d'une étoile, de décrire le type de spectre d'une étoile, de connaître le lien entre la température d'une source et sa couleur, de savoir comment déterminer la température de surface d'une étoile et enfin, de savoir comment déterminer la composition de la chromosphère d'une étoile. Pour obtenir des informations sur une étoile, il va falloir tout d'abord récupérer la lumière provenant de cette étoile. Nous utiliserons donc un télescope qui va collecter la lumière d'une étoile donnée. Puis à la sortie de ce télescope, donc sur l'objectif, nous placerons une bague contenant un réseau permettant d'obtenir le spectre de cette étoile. À partir du spectre, nous allons maintenant pouvoir voir les informations que nous pouvons en tirer. Nous allons nous intéresser à l'étoile Castor qui se trouve dans la constellation des Gémeaux. Castor est la deuxième étoile la plus brillante de cette constellation après Pollux, et c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Pour bien comprendre comment nous allons tirer des informations de la lumière des étoiles, nous allons tout d'abord présenter la structure d'une étoile. Donc une étoile est constituée d'une photosphère qui correspond au cœur de l'étoile, donc ici la partie jaune, qui est un gaz sous haute pression. Cette photosphère est délimitée par une surface, et c'est au niveau de cette surface que la lumière est envoyée ensuite vers l'extérieur. Autour de cette photosphère se trouve une chromosphère qui, elle, correspond à un gaz sous faible pression, donc la lumière issue de l'étoile est issue au niveau de la surface de la photosphère, puis traverse la chromosphère et puis part ensuite dans toutes les directions. Nous allons maintenant voir le spectre de Castor. Donc le spectre est le suivant. Nous voyons deux choses importantes. Tout d'abord, le fond du spectre est un fond coloré. Nous avons donc ici un spectre continu d'origine thermique. Cette information va être en lien avec la température de l'étoile et notamment la température au niveau de la surface de la photosphère. Donc directement en lien avec la température de l'étoile et de la photosphère. Et nous constatons à l'intérieur de ce spectre des raies noires. Nous avons donc ici un spectre de raies d'absorption, et donc ici, la lumière issue de la photosphère traverse la chromosphère. Nous pouvons donc dire que ces raies noires sont en lien avec les espèces chimiques qui constituent le gaz de la chromosphère. Nous savons que plus un spectre est étendu vers le violet, et plus la température de la source dont est issue la lumière est élevée. Mais il est difficile de faire un lien entre la taille du spectre et la température de la source. Par contre, si nous regardons bien le spectre, nous constatons que les couleurs au niveau du bleu sont beaucoup plus intenses que celles au niveau du orange qui se trouve ici. Il y a donc un lien avec l'intensité de la couleur ou l'intensité de la longueur d'onde suivant la position dans le spectre. Pour illustrer ce que nous venons de dire, nous allons représenter sur un graphique l'intensité de chaque longueur d'onde, donc justement en fonction de la longueur d'onde, pour voir comment elles se répartissent au niveau du spectre. Pour comprendre et bien situer les choses, nous allons placer le visible qui se trouve entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, avec avant l'ultraviolet et ensuite l'infrarouge. Et nous allons représenter l'allure de l'intensité pour différentes températures. Nous commençons avec 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin et 6000 Kelvin. Nous constatons sur ces différents profils spectraux, c'est le nom des courbes qui apparaissent, que la courbe se décale de plus en plus vers le violet, comme nous l'avions constaté sur l'étendue du spectre. Nous constatons, si nous prenons également les sommets de chaque courbe, donc, qui correspond à l'endroit où nous avons l'intensité maximale, nous constatons que ce pic se décale de plus en plus vers le violet également, ici. Les courbes d'intensité spectrale présentées précédemment ont été expliquées théoriquement par un physicien allemand du nom de Max Planck, considéré comme un des pères fondateurs de la physique quantique. Le lien entre température et pic d'intensité maximale a lui été établi à la fin du XXe siècle
par un physicien autrichien du nom de Wilhelm Wien. La loi de Wien s'énonce donc de la manière suivante. Le produit de la longueur d'onde d'intensité maximale par la température de la source est égal à une constante, ce qui nous donne mathématiquement lambda max fois T égale A, avec donc lambda max la longueur d'onde correspondant à l'intensité maximale exprimée en mètres, T la température de la source exprimée en Kelvin, et A qu'on appelle constante de Wien qui a pour valeur 2,9 10 puissance moins 3 mètres Kelvin moins 1. Nous allons maintenant voir comment appliquer la loi de Wien au spectre de Castor. Donc le spectre de Castor est le suivant. Si nous représentons son profil spectral, nous avons un profil qui a cette allure. Donc nous reconnaissons globalement l'allure ici des courbes présentées précédemment. Si nous déterminons le pic d'intensité maximale qui se trouve ici et que nous prenons la longueur d'onde correspondante, nous avons donc une longueur d'onde qui se trouve à 3900 angström ici. Nous venons de dire que nous avions une longueur d'onde d'intensité maximale de 3900 angström. Un angström vaut 10-10 mètres, ce qui va nous donner lambda max égale 3900 fois 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 3,9 fois 10 puissance moins 7 mètres. Nous utilisons ensuite la loi de Wien qui nous dit que lambda max fois T est égal à A. Nous connaissons lambda max. La constante par définition a toujours la même valeur, donc nous avons T qui est égal à A sur lambda max. Nous remplaçons A par 2,9 10-3 mètres Kelvin moins 1, ce qui nous donne T qui est égal à 2,9 fois 10 puissance moins 3 sur 3,9 fois 10 puissance moins 7. Nous avons deux chiffres significatifs en haut, deux en bas. Nous allons donc garder un résultat avec, là encore, deux chiffres significatifs, ce qui nous donne T égale 7,4 fois 10 puissance 3 Kelvin, donc 7400 Kelvin. Donc nous pouvons dire que la température de surface de Castor est de 7400 Kelvin. Voyons maintenant comment nous allons pouvoir déterminer la composition de la chromosphère en utilisant les raies noires présents dans le spectre de l'étoile. Ces raies noires nous indiquent donc les espèces chimiques présentes, mais il va falloir déterminer leur longueur d'onde pour pouvoir en déduire les espèces correspondantes. Pour faire cela, nous allons utiliser tout d'abord un spectre étalon, c'est-à-dire un spectre dont nous connaissons précisément les longueurs d'onde, et réalisé avec le même réseau que celui qui a permis de faire le spectre de l'étoile. Ce spectre ici est celui du mercure, qui contient les longueurs d'onde que je vais appeler lambda 0 qui vaut 405 nanomètres, lambda 1 436 nanomètres, lambda 2 546 nanomètres et lambda 3 579 nanomètres. Sur ce spectre, je vais prendre une raie de référence, qui va ici être lambda 0, par rapport à laquelle je vais mesurer la distance aux autres raies. Donc par exemple ici, la distance entre lambda 0 et lambda 1 que j'appelle L1 vaut 1,5 cm. Entre lambda 0 et lambda 2, L2 égale 6,8 cm. Et entre lambda 0 et lambda 3, 8,4 cm. Une fois ces mesures prises, je peux maintenant utiliser le spectre de Castor et toujours en prenant comme référence ma longueur d'onde lambda 0 de mon spectre étalon, je vais mesurer les distances aux raies noires présentes dans le spectre de Castor. Donc ici, je vais avoir la distance L alpha qui vaut 0,2 cm, la distance L bêta qui vaut 1,4 cm, la distance L gamma qui vaut 3,9 cm, et enfin la distance L delta qui vaut 12,1 cm. Le spectre étalon me donne à la fois les longueurs d'onde et les distances par rapport à la raie lambda 0 de 405 nanomètres. Je vais donc pouvoir tracer sur un graphique en abscisse grand L la distance à la longueur d'onde lambda 0 en millimètres et sur l'axe des ordonnées la longueur d'onde lambda en nanomètres. Donc en utilisant les valeurs numériques, je place lambda 0 et grand L. Donc lambda 0 il est sur l'axe, lambda 1 L1, lambda 2 L2 et lambda 3 L3. Et je constate que ces points sont
alignés ici et forment ce que l'on appelle une droite d'étalonnage qui est caractéristique du spectroscope utilisé, donc l'appareil permettant d'obtenir le spectre ici. Ayant une droite, nous allons chercher à déterminer l'équation de la droite d'étalonnage. Cette équation sera donc de la forme lambda qui est égal à A fois L plus B, avec A qui sera le coefficient directeur de la droite et B l'ordonnée à l'origine. Voyons tout d'abord comment déterminer le coefficient directeur de la droite. Donc nous reprenons notre graphique et nous allons placer sur la droite deux points, donc un point A donc de longueur LA et de longueur d'onde lambda A, un point B de longueur LB et de longueur d'onde lambda B. Et à partir de ces deux points, nous pouvons obtenir le coefficient directeur en faisant A est égal à lambda B moins lambda A sur LB moins LA. Ensuite, nous déterminons l'ordonnée à l'origine. Cette fois, nous utilisons la longueur d'onde de référence. Nous savons que pour lambda 0, nous avons grand L qui est égal à 0. Donc dans l'équation, lambda 0 est égal à A fois 0 plus B. Donc automatiquement, nous trouvons que B est égal à lambda 0, ici notre longueur d'onde de référence. Donc pour résumer ce que nous venons de voir, nous pouvons dire ici que l'équation de la droite d'étalonnage sera de la forme lambda est égal à lambda B moins lambda A sur LB moins LA, le tout fois grand L, plus lambda 0, avec lambda A, lambda B, grand LA et grand LB, les ordonnées abscisses de deux points de la droite donc qui permettent d'obtenir le coefficient directeur, et lambda 0 qui correspond à la longueur d'onde de référence du spectre étalon. Une fois l'équation obtenue, nous pouvons ensuite déterminer donc, la longueur d'onde des raies noires du spectre de Castor en utilisant soit l'équation de la droite d'étalonnage. Donc nous avons la mesure grand L alpha qui est la distance entre la première raie noire et la longueur d'onde de référence du spectre étalon lambda 0. Donc nous pouvons remplacer grand L alpha dans l'équation et nous obtiendrons la longueur d'onde lambda alpha qui sera égale à A fois grand L alpha plus lambda 0. Pour pouvoir obtenir les autres longueurs d'onde, il suffit de recommencer avec L bêta, L gamma et L delta. Il est également possible d'utiliser la droite d'étalonnage sans l'équation pour pouvoir déterminer par lecture graphique les longueurs d'onde correspondantes. Donc dans ce cas, nous plaçons L alpha, L bêta, L gamma et L delta sur l'abscisse du graphique. Et par lecture graphique, nous obtenons lambda alpha, lambda bêta, lambda gamma et lambda delta. C'est-à-dire que sur le graphique, la droite d'étalonnage, nous plaçons L alpha et nous en déduisons lambda alpha, et la même chose pour bêta, gamma et delta. Une fois les calculs effectués ou le relevé graphique effectué, nous pouvons placer les résultats dans un tableau et nous obtenons donc la longueur d'onde correspondant à la raie noire et le lien avec un élément donné. Tout d'abord, lambda alpha a une longueur d'onde de 410 nanomètres, ce qui correspond à l'élément hydrogène. La même chose pour bêta avec 434 nanomètres cette fois, qui est encore de l'hydrogène. Gamma 486 nanomètres de l'hydrogène et delta 656 nanomètres de l'hydrogène. Nous pouvons donc dire que la chromosphère de Castor contient principalement ici l'élément hydrogène qui correspond à ces quatre raies noires dans le spectre. Nous allons voir un deuxième exemple avec NGC 6210 qui est une nébuleuse planétaire qui se trouve dans la constellation d'Hercule. La structure d'une nébuleuse planétaire est particulière. Elle est constituée d'une naine blanche qui est une étoile à très forte densité qui émet des rayonnements de nature ultraviolette. Cette naine blanche est entourée d'une poche de gaz qui, sous l'effet du rayonnement ultraviolet, est excitée et émet une lumière visible. Donc, le spectre de NGC 6210 est le suivant. Nous constatons que nous avons un fond qui est noir, donc nous n'avons pas de lien ici avec la température de l'astre. Et nous obtenons des raies colorées. Cela veut donc dire que nous sommes en présence d'un spectre de raies d'émission. Ces raies colorées vont directement être en lien avec les espèces chimiques donc qui constituent la poche de gaz autour de la naine blanche.
Nous allons donc déterminer la composition de la poche de gaz qui se trouve autour de la naine blanche. Nous reprenons le même fonctionnement que précédemment. Nous prenons notre spectre étalon. Nous prenons comme raie de référence lambda 0 et nous mesurons la distance entre lambda 0 et les raies colorées du spectre, cette fois donc L alpha, L bêta, L delta et L gamma et L delta. Une fois ces mesures prises, nous pouvons en déduire par le même raisonnement que précédemment les longueurs d'onde de ces raies colorées, ce qui nous donne ici lambda alpha qui vaut 486 nanomètres qui est de l'hydrogène, lambda bêta 496 nanomètres correspondant à de l'oxygène, lambda delta 501 nanomètres de l'oxygène et lambda delta 656 nanomètres de l'hydrogène. Donc nous pouvons dire que la poche de gaz de la nébuleuse NGC 6210 contient principalement de l'hydrogène et de l'oxygène. Nous venons de voir deux informations qu'il était susceptible d'obtenir à partir d'un spectre, c'est-à-dire la température et la composition soit de la chromosphère, soit d'une poche de gaz pour une nébuleuse, mais il existe d'autres informations. Par exemple, nous pouvons obtenir la vitesse de déplacement des étoiles en utilisant donc le décalage des raies, c'est ce que l'on appelle l'effet Doppler. Nous pouvons également obtenir la vitesse de rotation des étoiles, et cette fois il s'agit d'un élargissement des raies qui est encore en lien avec l'effet Doppler. Et nous pouvons aussi déterminer le champ magnétique des étoiles, cette fois avec un dédoublement des raies, qui est ce que l'on appelle de l'effet Zeeman.